la guerre, c'est pas que de la violence physique, du sang, des haubères dans la boue, des pillages, de la torture. La guerre, c'est aussi de la poésie, parfois en tout cas. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre un petit peu de poésie ce soir? Ah oui. C'est vrai? Ah, j'ai hâte Mon de merveilleux t'entendre. accent. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je ferais Merveilleux. un accent un peu particulier. Ok, faudra que je me remette. Faudra que je me remette Je le veux en ancien dans le anglois. bain. Attention. Alors, vous entendez, les cloches sonnent, le vent souffle sur les plaines. Mais cette fois-ci, on va pas parler de Bretagne. De la Donc, Bretagne armoricaine. la guerre des deux roses est autant une guerre des symboles et des discours qu'une succession de batailles. Dans une société où l'écrit reste l'apanage des élites et où l'oralité conserve une forme de prégnance, la poésie, médium hybride mêlant oralité, écriture et performance, devient un outil privilégié pour légitimer des revendications politiques et diffuser des idées. L'analyse scientifique de ces poèmes implique une approche interdisciplinaire. Philologique, pour restituer la langue et le sens originel, rhétorique, pour décomposer les stratégies discursives, et historique, pour comprendre leur fonction dans les jeux de pouvoir. Les travaux d'Aude Méret, notamment, mettent en lumière qu'elle appelle la nébuleuse textuelle, dans laquelle s'insèrent ces poèmes et où s'entremêlent discours politiques, allégories et propagande. L'analyse des textes exige une approche, comme on l'a dit, assez rigoureuse, notamment la compréhension du moyen anglais employé, la polysémie des mots et la place des figures rhétoriques dans la construction du sens. On va commencer à parler un petit peu de ces textes de poésie, et notamment on va l'axer sur plusieurs axes. D'abord, on va voir la poésie de cour. Donc, au sein des cours, la poésie sert d'instrument d'ostentation, de persuasion, soutenant la légitimité divine du pouvoir. La symbolique des roses, couleurs et fleurs héraldiques, est au centre des discours. La rose rouge est un motif lancastrien, la rose blanche un symbole yorkiste. Ces symboles sont donc investis dans une rhétorique morale, religieuse, etc. et politique, bien sûr. Parmi les différents poètes de cette époque, on va trouver un certain John Lydgate, un moine et poète de cour donc, qui adopte souvent un style allégorique, fondé sur l'anaphore, la personnification et le pentamètre iambique. Une métrique héritée des traditions latines adaptées au moyen anglais. En bref, si je vous vulgarise ça plus simplement, il emploie un moyen anglais savant, mais accessible, riche en termes polysémiques, qui renforce l'ambiguïté symbolique et politique. Je ne résiste pas à vous lire un petit passage de son Fall of the Prince, livre 2, strophe 87. He that is born... Ah, j'ai pris un accent américain, dommage. He that is born to hide estate and place should live in virtue and godly grace, for worldly riches is transitory and fallen down like frost in January. On dirait un nain. Donc la traduction, c'est celui qui naît dans une haute condition et position doit vivre dans la vertu et à la grâce divine, car la richesse du monde est passagère et tombe comme le gel en janvier. Un autre extrait, également aussi du Fall of the Prince, c'est Beware the tempest and the stormy blast that overthroweth all that stand fast, for might is naught but fortune's turn, and all man's pride is but a burning broom. Traduction: garde-toi de la tempête et du vent orageux, qui renverse tout ce qui tient ferme, car la puissance n'est rien d'autre que le tournant de la fortune, et toute la fierté de l'homme n'est qu'une brume ardente. Donc, ici on est plutôt sur un texte qui effectivement se veut plus ou moins une métaphore du pouvoir. Le pouvoir, faut faire attention parce que c'est passager, parfois le vent peut souffler, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui tout ça nous semble très très classique, et ça l'était moins bien évidemment à cette époque-là. Un autre endroit où on va pouvoir avoir différentes poèmes, ça va être chez les paysans, enfin les gens normaux quoi. Notamment sous la forme de ballades politiques qui ont pour fonction principale la diffusion d'un message auprès donc d'un public plus large, souvent illettré.
d'où mon lapsus. La forme brève, répétitive, s'adapte à la transmission orale, essentielle dans une société où la majorité de la population accède peu à l'écrit. On va donc ici avoir plusieurs formes, une forme quatrain, une rime embrassée, une rime plate. Alors, rime embrassée, ça ferait genre A, B, B, A. Donc, une fin de mot, puis ensuite une rime, puis ensuite, à la fin, on re-rime avec la première phrase. Ou alors plate, c'est le classique double, hein, rime, 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 etc., etc. On va avoir des répétitions de refrains, des simplicités lexicales, etc., etc. Bref, tout est assez simplifié à outrance. Donc dans ce contexte, on va avoir plusieurs extraits à vous lire. Hein. On a notamment The Rose of England, qui est une ballade lancastrienne célébrant le couronnement de Henri Tudor, symbolisé donc par la rose rouge. Now God be praised of might and eke of grace so well that Henry is crowned king to rule and do full well. Donc, à travers cette... je vous ai lu un petit extrait, hein, parce que le poème, je ne vais pas vous le lire en entier, c'est chiant. À travers ce différent poème, on a certains scientifiques, certains spécialistes, notamment Helen Cooper, qui vont expliquer que cette ballade fonctionne comme un outil de légitimation divine. Elle présente Henri VII non seulement comme un souverain, pas seulement comme un souverain humain, mais comme un véritable élu divin. Dans le poème, on va retrouver toutes les différentes symboliques, la rose rouge opposée à la rose blanche, on va avoir toute cette imagerie florale qui va renforcer l'identité et la cohésion des différents partisans lancastriens. Sa structure est simple, rythmée et rimée qui facilite la transmission orale. Parce que comme on l'a vu, on parle ici d'un public analphabète. Donc ça veut dire que la propagande, elle ne va pas se faire à l'écrit, mais elle doit se faire de manière collective, en créant alors une véritable tradition orale, pour ancrer tout ça dans la mémoire politique du peuple, des paysans, des pauvres en fait, en réalité. Ça va être à peu près la même chose pour un autre texte qui est The Ballad of Bosworth Field, and I'm so sorry for my accent, une chanson qui évoque la bataille décisive de Bosworth qui a eu lieu en 1485 où Henri Tudor vainquit Richard III. Petit extrait au passage. The sound of trumpet did me raise, the deed of drums did pierce the haze. At Bosworth Field the fate was cast, and Tudor's reign was born at last. À nouveau, on a ici une forme de remémoration collective qui va contribuer à mythifier la bataille et à présenter la victoire des Tudors comme inévitable, providentielle. Le texte glorifie donc l'événement militaire et soutient la nouvelle dynastie en exaltant l'héroïsme et la légitimité du vainqueur. Sa circulation orale ainsi que les versions imprimées, parce qu'il y en aura, vont lui permettre d'atteindre un véritable large public, diffusant ainsi, comme tout à l'heure, un récit unifié dans une société qui, elle, était divisée à la base. Le poème participe ainsi à la normalisation du nouveau régime, contribuant à la stabilité politique post-guerre. Un dernier petit extrait pour la route parce que c'est funky. On va lire un mini-extrait de Men of Harlech, qui est un chant gallois lié au siège de Harlech tenu par les Lancastriens pendant la guerre. Men of Harlech, march to glory, stand your ground and fight once more for your home and for your country till the white rose fade no more. Donc, à nouveau, on a ici, c'est toujours pareil, l'idée d'avoir toujours ce côté très politique, très symbolique qui est porté. Là, en plus, on a quelque chose de beaucoup plus local dans le poème, avec la présence des Gallois qui vont tenir face aux infâmes yorkistes, face à cette Angleterre dominante. Le poème appelle à la mobilisation, au courage. L'évocation de la rose blanche comme ennemie traduit une dimension politique. Ce chant est un élément de la mémoire collective galloise, ça va être diffusé dans des foyers, etc. Blablabla. Bref, en réalité, c'est à peu près toujours basé sur le même concept. D'ailleurs, on voit bien que les rimes sont assez simples. Là, march to glory, gna 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 your country, fight once more, and fade no more. Voilà, il s'est même pas fait chier, il y a 2 fois mort en réalité. Donc, vraiment, on est sur le bas du truc. Pareil tout à l'heure, me raise the haze was cast at last. Bon, je critique, mais moi je serais incapable de faire un truc comme ça en réalité. J'aurais pu le lire version rap finalement. Marc, il est dans sa soirée. Ouais, voilà, je suis comme ça.
Le pire, c'est que je suis Ce extrêmement soir, il a énervé depuis décidé que quelques les jours, gens je ne sais étaient pas trop nuls. pourquoi, mais je pense que du coup, de la rage ressort de tout ça, tu vois. C'est la poésie qui... Ah, cool, super, merci. Ouais, mais tu peux te venger sur les Anglais, t'as le droit. C'est vrai. Parlons de la satire poétique maintenant, qui se déploie comme une arme aussi de guerre symbolique. Par l'ironie, la caricature, l'exagération, elle vise à délégitimer l'adversaire en soulignant ses prétendues faiblesses morales et politiques. La satire utilise souvent la parodie, pardon, l'antithèse, le lexique péjoratif. Le ton est incisif, le rythme rapide, parfois même heurté, afin de marquer l'esprit du lecteur, slash auditeur, hein, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on parle à des gens qui sont pauvres. Donc, à nouveau, j'ai pris 3 petits extraits comme ça au pif. Extrait numéro 1, Against the Pride of Nobility. Je vais vous le lire. The Lord, so proud on high to stand, with rich array and sword in hand, yet oft they fall by craft or guide, and leave the poor in sorry while. Au total, on a un poème qui illustre une critique typique des nobles du Moyen-Âge tardif, souvent accusés d'arrogance, de déconnexion avec les classes inférieures. L'auteur souligne le contraste entre la richesse ostentatoire et la vulnérabilité à des manœuvres politiques, mettant en garde contre leur orgueil. Le langage simple et rythmé facilite la mémorisation et la transmission orale typique des ballades satiriques destinées à un public large. On a également A Red Buck to the Greedy Clergy. Donc là, on est plutôt sur une critique de l'Église. The prelate fat, the poor do starve, their coffers full, or table halves. They preach of heaven yet feast below, while humble souls lie cold in woe. Donc là, vraiment, la richesse du clergé contraste avec la pauvreté du peuple, ça alimente des ressentiments, des critiques, etc. On a un contraste entre preach the heaven, donc prêcher le ciel, et yet fast below, donc festoyer ici-bas. Ça renforce vraiment une ironie totale de, voilà, ces connards de prêtres, ils ont le fric, ils bouffent, et nous on crève la dalle. Voilà. Donc, extrait numéro 3, The Common's Lament. We told and sweet from dawn to night, yet gain but crumbs from Lord's delight. Their gold is vast, our needs are small, injustice blind, we surely fall. Donc, on parle ici encore une fois d'une égalité économique mise en lumière avec une forte dénonciation, l'injustice aveugle, leur or est vaste, nos besoins nous sont petits, alors pourquoi est-ce qu'ils ont tout alors que nous on n'a rien? Oui, révolution, tout ça, blablabla, bref, des pauvres quoi. Les poèmes n'étaient pas seulement des divertissements, mais faisaient partie intégrante du débat politique officiel, notamment au Parlement. La poésie servait parfois à soutenir ou contester des politiques, ce qui témoigne de son intégration dans des pratiques institutionnelles de communication et de propagande. Les poèmes politiques s'insèrent dans des procédures oratoires et rhétoriques des assemblées, et où la forme poétique donne force et persuasion aux propos. Certains scientifiques mettent en évidence que la poésie peut être une forme de discours public reconnu par des acteurs politiques dépassant la simple littérature. En bref, la poésie dans la guerre des deux roses est un instrument politique multifonctionnel qui combine esthétique et rhétorique pour construire et diffuser des visions du pouvoir. Son efficacité tient à l'hybridité des formes, des langues, des publics et des contextes d'énonciation. Les stratégies stylistiques, solennité des allégories, simplicité des ballades, incisivité de la satire servent des finalités politiques précises, légitimer, mobiliser, délégitimiser. Ces poèmes ne sont ni de simples œuvres littéraires, ni de la pure propagande, mais des discours complexes façonnant un imaginaire politique de l'Angleterre médiévale. Cette complexité linguistique est au service d'une communication qui agit à plusieurs niveaux. Si la poésie a largement été utilisée comme instrument, la musique, et c'est marrant qu'on parle d'instrument, est intimement liée à la poésie par la tradition orale et écrite, et joue alors ainsi un rôle tout aussi fondamental. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.